L'éducation sentimentale est le récit d'un coup de foudre et d'un amour idéalisé pour Marie Arnould. Flaubert raconte l'initiation et les désillusions du jeune homme qui quitte Nogent pour aller étudier à Paris le cœur plein de rêves, pour une belle carrière et pour y rencontrer un grand amour. Il traversera la révolution de 1848 et le coup d'État de Napoléon III sans vraiment s'y impliquer. Finalement, Frédéric Moreau connaîtra la vie et l'amour physique avec Rosanette, l'amour avec la fille de Monsieur Roch, et pour ses ambitions, celui de Madame d'Ambreuse. Mais à force de se disperser, son destin lui échappera, tant en matière de travail, de politique que d'amour. 27 ans après leur première rencontre, Frédéric reverra Marie Arnould vieillissante, qui lui avouera son amour, mais sans se donner à lui. Voilà pourquoi, chère et vieille amie, éternelle tendresse, je ne vais pas vous rejoindre sur cette plage de Trouville où je vous ai connu et qui, pour moi, porte toujours l'empreinte de vos pas. Venez donc, nous avons tant de choses à nous dire, de ces choses qui ne se disent pas ou qui se disent trop mal avec la plume. Chacun de nous a dans son cœur une chambre royale. Je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite. Émile Zola écrira dans La Tribune du 28 novembre 1869 « J'ai des scrupules que je dois avouer avant tout. Je n'ai mis qu'une journée à lire ce livre qui a coûté à l'auteur 6 ans de travail et de soins. J'ai bien reçu une impression vive, une sensation générale. Mais à coup sûr, je n'ai pas pénétré toutes les intentions de l'œuvre. Je n'ai pu en étudier ni l'équilibre ni la portée. Gustave Flaubert est un artiste consciencieux qui ne se contente pas de construire solidement son œuvre pierre à pierre. Quand les pierres sont cimentées, il les sculpte. Et il faut voir alors de quelle broderie il les fouille. Un livre de lui est tout un monde de détails, une nef ouvragée avec des finesses de ciseaux merveilleuses. En fermant le second volume de l'éducation sentimentale, j'étais en plein éblouissement. Les 50 ou 60 personnages de l'ouvrage dansaient, les épisodes si nombreux se mêlaient dans ma tête. Je confesse qu'aujourd'hui encore, le calme ne s'est pas fait en moi. Et quand je songe aux 6 années laborieuses de l'auteur, je me sens pris d'une certaine honte à vouloir juger un tel effort en quelques heures. Je n'entends donc pas faire œuvre de juge. Je m'en sens incapable pour le moment, et je crois qu'on ne dira la vérité vraie sur le livre que l'année prochaine. Je veux seulement en parler en lecteur sympathique. De cette façon, ma conscience me laissera en paix. L'éducation sentimentale, achevée en 1869, est l'aboutissement de 3 écrits de jeunesse, une première éducation sentimentale, Novembre et Mémoire d'un fou. Elle décrit graduellement la perte des illusions du bel âge. Flaubert continue de puiser son inspiration au cœur de sa chère Normandie. L'arrière-pays de Trouville, plus précisément la ville de Pont-l'Évêque, figurera dans le conte Un cœur simple. Voici comment il le décrit à Madame Roger Desgenettes. L'histoire d'un cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure. Celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet. Quand le perroquet est mort, elle le fait empailler et, en mourant à son tour, elle confonde le perroquet avec le Saint-Esprit. Cela n'est nullement ironique, comme vous le supposez, mais au contraire, très sérieux et très triste. De nos jours, on peut retrouver le perroquet de Félicité, Loulou, un des protagonistes principaux du conte, aussi bien dans le musée de médecine qu'au pavillon du Croisset. Naturellement,
l'immortel roman Madame Bovary, dont l'édition commence en 1856 et qui fit par ailleurs l'objet d'un procès d'atteinte aux bonnes mœurs, situe l'intrigue en Normandie, à Rouen, dans la région de Ry et dans les charmants petits hameaux de la campagne normande environnante. Charles Bovary, comme Gustave Flaubert, fréquentera le lycée Corneille, puis il suivra des études de médecine à Rouen. Emma Bovary, quant à elle, sera éduquée dans un couvent rouennais. La cathédrale de Rouen sera le lieu de rendez-vous d'Emma et de Léon, son amant. Elle s'estiva brusquement, se débarrassa de son costume, dit à Léon qu'il lui fallait s'en retourner, et enfin resta seule à l'hôtel de Boulogne. Tout et elle-même lui étaient insupportables. Elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part, bien loin, dans les espaces immaculés. Elle sortit, elle traversa le boulevard, la place Cauchoise et le faubourg, jusqu'à une rue découverte qui dominait les jardins. Elle marchait vite, le grand air la calmait, et peu à peu, les figures de la foule, les masques, les quadrilles, les lustres, le souper, ces femmes, tout disparaissait comme des brumes emportées. Puis revenue à la Croix-Rouge, elle se jeta sur le lit, dans la petite chambre du second, où il y avait des images de la Tour de Nesle. À 4 heures du soir, Hiver la réveilla. De son exil à Guernesey, Victor Hugo, séduit par l'œuvre, lui écrit « Vous avez fait un beau livre. Vous avez fait un beau livre, monsieur, et je suis heureux de vous le dire. Il y a, entre vous et moi, une sorte de lien qui m'attache à vos succès. Je me rappelle vos charmantes et nobles lettres d'il y a 4 ans. Et il me semble que je les revois à travers les belles pages que vous me faites lire aujourd'hui. Madame Bovary est une œuvre. L'envoi que vous avez bien voulu m'en faire ne m'est parvenu qu'un peu tard. C'est ce qui vous explique le retard même de cette lettre. Vous êtes, monsieur, un des esprits conducteurs de la génération à laquelle vous appartenez. Continuez de tenir haut devant elle le flambeau de l'art. Je suis dans les ténèbres, mais j'ai l'amour de la lumière. Je vous serre la main. » La campagne normande et ses petits villages plantent le décor du quotidien de la vie monotone et morne de Madame Bovary, la romantique idéaliste. De la description de cette femme frustrée et insatisfaite naîtra le terme devenu commun, le bovarisme. Enfin, Caen et sa région feront l'objet d'une œuvre ironique de Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Ce roman inachevé devait posséder comme sous-titre « Encyclopédie de la bêtise humaine ». Bouvard et Pécuchet, il écrit à Adèle Perrault en 1870. Ce sera une espèce d'encyclopédie de la bêtise moderne. Vous voyez que le sujet est illimité. À la fin de sa vie, Flaubert utilise les compétences de son jeune ami Guy de Maupassant. Le 3 novembre 1877, ce dernier lui envoie une longue lettre illustrée de jolis croquis qui décrivent avec précision toute la zone de pêche et tout l'estran, depuis Saint-Jouin de Bruneval, la falaise de la Courtine, jusqu'à l'Aiguille et l'Arche d'Étretat. C'est dans la perspective du roman que prépare Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Le corpus de Bouvard et Pécuchet est très intéressant parce que non seulement il comprend les manuscrits des brouillons, mais aussi toute la documentation que l'écrivain a rassemblée pour trouver l'inspiration et rédiger son œuvre.
Donc on y trouve des coupures de presse, des notes de lecture, mais aussi des petites cartes de visite et puis des petits éphémères, des publicités, des tracts, etc. L'histoire de Bouvard et Pécuchet est la suivante. Deux copistes qui sont employés à Paris se rencontrent, sympathisent et deviennent amis. L'un des deux hérite et souhaite acheter une maison à la campagne. Ils partent tous les deux donc vivre à la campagne, une vie d'érudit local. Et ils vont découvrir à travers des lectures, des discussions, différentes sciences, l'agriculture, la médecine, la chimie, l'éducation. Et ils vont faire des expériences qui se solderont toutes par un échec. Bien que viscéralement attaché à sa tour d'ivoire de Croisset, Flaubert voyage beaucoup pour son plaisir et pour satisfaire ses rêves d'Orient dont il revient plein de souvenirs et de croquis de voyage. Il y a des paysages d'Orient antique dans sa correspondance, de très bonne heure, dès 1851. J'ai passé 3 fois par Éleusis. Au bord du golfe de Corinthe, j'ai songé avec mélancolie aux créatures antiques qui ont baigné dans ces flots bleus leur corps et leur chevelure. Le port de Phalère a la forme d'un cirque. C'est bien là qu'arrivaient les galères à proue chargées de choses merveilleuses, vases et courtisanes. La nature avait tout fait pour ces gens-là. Langue, paysage, anatomie et soleil. Avoir choisi Delphes pour y mettre la Pythie est un coup de génie. Il y retournera pour se documenter afin d'écrire son opéra littéraire et romantique Salammbô, dont l'action se déroule à Carthage. Il visite la Tunisie, s'intéresse à l'archéologie, lit la Bible, étudie les cartes et l'histoire de Carthage de l'historien grec Polybe. Ce roman paraît en 1862, après 5 années de travail. J'éprouve le besoin de sortir du monde moderne, où ma plume s'est trop trempée et qui d'ailleurs me fatigue autant à reproduire qu'il me dégoûte à voir. Je lis et j'annote aux bibliothèques du matin au soir et chez moi dans la nuit fort tard. Je suis fort malheureux car je me lève tous les matins à 8 heures, ce qui est un supplice pour votre serviteur. Savez-vous combien, maintenant, j'ai ingurgité de volumes de Carthage? Environ 100. Et je viens, en 15 jours, d'en avaler 18 tomes de la Bible de Caen, avec les notes et en prenant des notes. Je me sens vieux, éreinté, flétri. Je suis sombre comme un tombeau et rébarbatif comme un hérisson. Dans son roman historique Salammbô, Flaubert nous raconte la guerre de Carthage contre les mercenaires qu'elle n'a pas payés pendant les guerres puniques. Les soldats barbares se révoltent et assiègent la ville qui les a enrôlés. Mato, un de leurs chefs, amoureux de Salammbô, la fille d'Hamilcar, vole le voile sacré de Tanit, protecteur de Carthage, dans le temple de la déesse lunaire Tanit, à laquelle Salammbô voue un culte. Afin de le récupérer,
elle se rend dans le camp des mercenaires, se donne à Mato et parvient à dérober le talisman. Capturé, Mato est livré au peuple et meurt aux pieds de Salammbô, qui expire à son tour de désespoir. Salammbô, fille du général carthaginois Hamilcar, devient le centre de cette fresque. L'écriture de ce roman épique et poétique sert de prétexte à Flaubert pour développer sa vision d'un Orient violent et exotique. George Sand, dans La Presse, du 27 janvier 1863, s'adresse à son ami. « Oui, mon cher ami, j'aime Salammbô, parce que j'aime les tentatives et parce que j'aime Salammbô. J'aime qu'un écrivain, lorsqu'il n'est pas forcé par les circonstances ou entraîné par son activité à produire sans relâche, mette des années à faire une étude approfondie d'un sujet difficile et le mène à bien sans se demander si le succès couronnera ses efforts. Rien n'est moins fait pour caresser les habitudes d'esprit des gens du monde, des gens superficiels, des gens pressés, des insouciants en un mot, c'est-à-dire de la majorité des lecteurs, que le sujet de Salammbô. L'homme qui a conçu et achevé la chose a toutes les aspirations et toutes les ferveurs d'un grand artiste. En a-t-il la puissance? Oui, je trouve. Je ne fais pas métier de juge, mais j'ai le droit de trouver. Et je dis oui, cela est étrange et magnifique. C'est plein de ténèbres et d'éclat. Ce n'est pas le genre et sous l'influence de personne. Cela n'appartient à aucune école, quoi que vous en disiez. C'est marqué d'un cachet bien déterminé et cela entre dans une manière qui est toute une personnalité d'une étonnante énergie. Je sens donc là une œuvre complètement originale et là où elle me surprend et me choque, je ne me reconnais pas le droit de blâmer. Gustave Flaubert laisse une postérité littéraire et spirituelle qui continue à intriguer, à éveiller les curiosités. Le personnage est tellement complexe et ses écrits approchent tellement la perfection que, encore de nos jours, il est ardu de saisir toutes les facettes de l'auteur, de ses personnages, de la prolixité de ses écrits qui comprennent des brouillons, des documents de recherches annotés, des correspondances vastes, notamment avec Louis Collet, Ducamp, Hugo et George Sand, des pièces, des contes, des mémoires, des chroniques. Flaubert était le champion de la rature et pour lui la création c'était une souffrance, ça se faisait dans la douleur et c'est ce qu'il exprime à travers sa correspondance. Celle-ci a été publiée et vaut vraiment la lecture parce que elle rend l'écrivain beaucoup plus proche de nous. Il nous raconte sa vie, des anecdotes aussi sur son ouvrage en cours. Il avait pour habitude de se documenter avec une grande précision. Mais ensuite, évidemment, il ne recopiait nullement ce que lui donnaient ou ce que lui offraient les différents informateurs. Car tout le travail de composition, d'écriture, tout le travail de style se faisait ensuite ultérieurement, ce qui faisait évidemment la valeur des romans qu'il composait. En 1852, Flaubert se décrira ainsi dans une lettre à Louis Collet. Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonhommes distincts. Un qui était pris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui creuse et qui fouille le vrai tant qu'il peut, qui aime accuser le petit fait aussi puissamment que le grand et qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit.
Ce génie est considéré par ses pairs, Zola et Maupassant entre autres, comme le maître du réalisme. Sa mort, dans sa demeure adorée du Croisset, survint subitement le 8 mai 1880. Il est alors atteint d'une fulgurante hémorragie cérébrale. Depuis 1872, Croisset a été légué à sa nièce Caroline sous condition expresse que l'écrivain puisse continuer à travailler et y dormir. Peu après le décès de ce virtuose littéraire, la demeure est mise en vente et remplacée par une usine à pétrole. De ce temps-là, il ne subsiste plus que le pavillon au bord de la Seine et bien sûr l'âme de cet être illustre. On peut s'adonner à la rêverie et à l'imaginer gueulant ces phrases superbes au gré des sanglots de la Seine. Le créateur du roman moderne, comme le surnommera la postérité, aurait certainement repris à son compte l'anecdote de son propre enterrement pour agrémenter l'un de ses romans. Le voici raconté par Émile Zola. Alors, Émile Zola raconte une anecdote à propos de l'enterrement de Gustave Flaubert. Le cercueil était si grand parce que c'était un géant qu'il ne pouvait entrer dans la fosse. Notre bon et grand Flaubert semblait venir à nous coucher dans son cercueil. Daudet et moi, nous nous étions rangés au bord du chemin, sans une parole et très pâles. Nous n'avions pas besoin de parler. Notre pensée fut la même quand les roues du corbillard nous frôlèrent. C'était le vieux qui passait. Et nous mettions dans ce mot toute notre tendresse pour lui, tout ce que nous devions à l'ami et au maître. La sortie de l'église, le cortège a redescendu la côte de Canteleu. La tombe de Louise Bouillet se trouve à côté du tombeau de la famille de Gustave Flaubert et le corps du romancier a dû passer devant le poète, son ami d'enfance, qui dort là depuis 10 ans. Et alors, s'est passé un fait qui nous a tous bouleversés. Quand on a descendu le cercueil dans le caveau, ce cercueil trop grand, un cercueil de géant, n'a jamais pu rentrer. Pendant plusieurs minutes, les fossoyeurs commandés par un homme maigre à large chapeau noir, une figure sortie de Anne d'Islande, ont travaillé avec de lourds efforts. Mais le cercueil, la tête en bas, ne voulait ni remonter ni descendre davantage. Et l'on entendait les cordes crier et le bois se plaindre. C'était atroce. La nièce que Flaubert a tant aimée sanglotait au bord du caveau. Enfin, des voix ont murmuré « Assez, assez, attendez, plus tard !» Nous sommes partis, abandonnant là notre vieux, entré de biais dans la terre. Mon cœur éclatait. Outre ces œuvres magistrales reconnues mondialement, on retiendra de Gustave Flaubert sa puissance de travail exceptionnelle, son génie des mots et de la description, un homme qui a marqué sa région, sa patrie et son époque, qui a passé son existence à raconter la vie des autres de la manière la plus réaliste, la plus fine possible, tandis qu'il passait lui-même à côté de la sienne.